Donc bonjour, bonsoir à tous et toutes. Je vais essayer de vous présenter un sujet qui me touche particulièrement, puisque c'est un domaine dans lequel j'évolue depuis maintenant 6 ans. Donc je vais vous parler en fait des villes connectées et du machine to machine. Et donc l'idée de mon intervention, c'est justement dans le cadre de cette thématique sur la vie connectée, de vous parler plus spécifiquement de la ville connectée, des objets connectés. On passe, on va dire, des tablettes à des objets qui n'ont pas forcément un système d'exploitation embarqué, qui sont peut-être plus petits, qui sont moins puissants, moins intelligents, mais qu'on va faire cohabiter les uns avec les autres pour rendre tout cet écosystème intelligent. Voilà, donc le sujet de mon intervention porte sur l'Internet des objets et les villes du futur. Donc, les divers points que je vais essayer d'aborder pendant mon intervention, c'est bien sûr d'expliquer ce que c'est que, en tout cas de mon point de vue, le machine-to-machine, qu'est-ce que c'est que l'Internet des objets, qu'est-ce que c'est qu'une ville, puisqu'on entend beaucoup parler des smart cities, qu'est-ce que c'est qu'une ville smart, ou en tout cas vers quoi on veut aller quand on parle de ville smart. D'autre part, essayer d'expliquer aussi quelles sont les applications et les implications que peuvent avoir les applications Smart Cities. Et puis également expliquer les enjeux que représentent ces thématiques-là pour les villes aujourd'hui. Ok, donc donc moi j'ai une présentation beaucoup moins commerciale. J'ai simplement un slide pour expliquer ce qu'on fait, Vertical M2M. Donc Vertical M2M, c'est une société que j'ai créée il y a 6 ans, qui est spécialisée dans le développement d'applications dans le domaine du machine-to-machine, de l'Internet des objets. Et plus particulièrement, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de concevoir des usages métiers autour du pilotage d'objets connectés à distance. Alors avec des marchés cibles qui sont principalement l'énergie, la santé, l'environnement et les services, et des thématiques et des typologies d'applications, puisqu'en fait, quand on va gérer des objets connectés, un objet connecté, ça peut être n'importe quoi, on va dire, ça peut être une table, ça peut être un ordinateur, ça peut être un capteur de température. Et donc l'idée, c'est de pouvoir gérer à la fois des applications, fournir des applications de supervision, des applications de contrôle, de télémaintenance, et puis également d'automatisme, de contrôle de processus à distance. Alors juste pour rajouter, pour finir sur Vertical M2M, donc en fait nous notre métier consiste à fournir une plateforme logicielle qui permet de plugger au-dessus un certain nombre d'applications métiers qu'on est également capable de proposer dans le domaine de l'énergie, donc par exemple pour la gestion de bâtiments, la gestion de l'énergie dans les bâtiments, la gestion de production d'énergie, la gestion de l'eau dans les villes, donc un certain nombre de sujets on va dire divers, et l'idée c'est de fournir une plateforme et ainsi que des solutions de bout en bout dans le cadre d'une architecture qui dans notre jargon s'appelle une architecture cloud, c'est-à-dire une architecture de service dans laquelle on va fournir finalement une chaîne de valeur complète pour permettre à ce type d'application de se réaliser. Donc, en introduction, je vais commencer par parler du machine to machine et à quoi ça sert, on va dire. Donc, je vais peut-être passer tout comme ça. Voilà. Donc en fait, d'abord le machine-to-machine, c'est une notion qui n'est pas du tout grand public, c'est une notion qui est beaucoup plus technique, j'y reviendrai tout à l'heure quand je ferai un peu la genèse ou quand j'essaierai de raconter un peu l'histoire de cette industrie et vers où on va. Mais en tout cas, c'est surtout une succession de marchés, ou plutôt un certain nombre de marchés mis en parallèle, qui sont en fait des domaines métiers. Et donc les raisons aujourd'hui pour lesquelles donc une application machine-to-machine, d'abord pour expliquer de quoi il s'agit, c'est une application qui va mettre en jeu, on va dire, des équipements, éventuellement de l'instrumentation. Donc quand je parle d'instrumentation, ça peut être des capteurs, ça peut être des systèmes qui contrôlent, par exemple une prise électrique, qui contrôle un système à distance. Donc il y a une notion de contrôle à distance, de réseau à distance. Et puis il y a une autre notion aussi, qui est une idée qu'on a, on va dire, un certain nombre de traitements qui vont être faits de façon automatisée, de façon automatique, entre différents équipements. Et donc l'idée dans tout ça, la raison pour laquelle ces applications se développent,
c'est évidemment pour un certain nombre de raisons économiques, d'abord, parce qu'en fait, quand on est capable, on va dire, de faire des télérelevés automatisés, par exemple dans le domaine de l'eau ou dans le domaine de l'énergie, ça peut induire, pas toujours, mais en tout cas ça peut induire un certain nombre d'économies dans les opérations et dans la maintenance de ces systèmes. Donc là, c'est un premier intérêt. Deuxième point, l'objectif peut être aussi d'améliorer les process industriels, puisque quand on contrôle mieux, ben, on offre un meilleur service de façon générale. Donc le point associé, c'est la qualité de service qu'on va améliorer. Et puis le dernier point, mais qui est de mon point de vue le plus important, c'est d'être capable aussi d'offrir de nouveaux services en ayant justement la capacité d'impliquer des écosystèmes différents. Typiquement, aujourd'hui, toutes les applications dans la domotique qui se développent sont des applications qui permettent à la fois finalement de mettre en relation l'industriel, par exemple, qui fabrique sa chaudière, et l'utilisateur qui va la piloter avec des thermostats intelligents ou des choses comme ça. Donc le spectre de marché, en fait, il est extrêmement large. Là, j'ai donné quelques exemples d'applications et d'usages qui correspondent à du M2M. Donc en fait, on va dire comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, en fait, au quotidien, tout le monde manipule ou est impliqué dans des applications machine-to-machine. Ne serait-ce que les moyens de paiement à distance qui sont pratiqués et utilisés par tout le monde dans tous les commerces aujourd'hui. Donc là, en fait, si je présente cette carte, c'est juste pour expliquer et illustrer peut-être encore de façon plus parlante, plus imagée, le point que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire que dans le domaine du M2M, il y a énormément, le champ d'application est extrêmement vaste. Ça va du transport à l'énergie, en passant par la santé, la grande distribution. Donc il y a vraiment tous les secteurs sont affectés, sont transformés par les applications et les usages qu'on peut imaginer et qu'on peut développer et qui s'appuient sur du machine-to-machine. Alors, donc moi, j'ai l'habitude de présenter souvent en fait cette histoire du M2M en 4 étapes qui sont aujourd'hui, de mon point de vue, donc la préhistoire du M2M, c'était tout ce qu'on connaissait, c'est-à-dire un domaine très fermé qui était réservé à quelques très gros industriels. Je sais pas, moi je pense à l'industrie ferroviaire, mais ça peut être dans d'autres domaines, dans le domaine des utilities, c'est-à-dire tous les énergéticiens ou les fournisseurs de services dans les villes, qui mettaient des gros équipements assez lourds, assez difficiles à gérer, qui les connectaient sur le réseau public téléphonique et qui arrivaient à remonter de l'information qui était jalousement conservée par leurs équipes de maintenance et d'exploitation. Il y a eu une deuxième génération, donc là on était dans l'époque où finalement toutes ces infrastructures coûtaient extrêmement cher. Remonter de la donnée, c'était très très coûteux, très complexe et réservé finalement à des applications vraiment lourdes et pour lesquelles c'était vraiment critique. Ensuite est arrivée une deuxième étape où on a pu avoir finalement une démocratisation des technologies machine to machine à travers la démultiplication des modules GSM qui pouvaient notamment grâce à l'essor des réseaux GSM, des réseaux mobiles, qui ont apporté, on va dire, une dimension nouvelle à la transmission de données, notamment pour les objets, pour les êtres humains évidemment avec les téléphones mobiles, mais aussi pour les objets. Et puis la démultiplication des offres de réseaux, que ce soit des réseaux locaux ou des réseaux courte portée ou des réseaux longue distance, dont j'ai parlé, comme le réseau mobile par exemple. Donc tout ça a contribué à rentrer dans une deuxième étape, mais qui était plutôt une étape technologique. C'est-à-dire que la technologie passait avant tout le reste. Et c'était pas vraiment, on va dire, la thématique autour du M2M était orientée principalement sur la technologie. Troisième étape, dans laquelle on est encore aujourd'hui, c'est l'étape des objets connectés. En fait, donc là, il y a quelques illustrations. Par exemple, le thermostat de Nest, qui est une start-up qui a été rachetée il n'y a pas longtemps par Google. Et puis, la balance, par exemple, WiFi. En fait, les objets connectés, ce sont des objets du quotidien qui sont souvent, en fait, le principe de cette troisième étape, c'est de
de s'intéresser plutôt à l'esthétique de l'objet, on va dire au produit. Donc en fait tout est dans le produit et donc on crée des beaux produits, des produits qui ont évidemment un usage intéressant, mais surtout des beaux produits et c'est ce qui permet finalement de démultiplier et de rendre accessible ou de diffuser les technologies du M2M et les usages du M2M, notamment auprès des utilisateurs particuliers, avec des applications comme la domotique, mais aussi dans tout un ensemble d'autres domaines. Et la quatrième étape, qui est l'étape, à mon avis, la plus intéressante, mais la plus complexe aussi, c'est l'étape, on va dire, dans laquelle on va rentrer, où on peut commencer qu'on peut déjà commencer à entrevoir, qui est en fait l'étape de l'Internet des objets, et qui est l'étape en fait où on s'intéresse non plus, donc on s'est intéressé d'abord à des usages très techniques, ensuite à de la technologie autour du M2M, ensuite aux produits, et maintenant on est vraiment sur la partie service, donc vraiment tout est orienté sur l'usage, et ça va créer finalement des nouvelles opportunités, à la fois pour les citoyens que nous sommes, mais aussi pour les exploitants des villes, pour les fournisseurs de services dans les villes, parce que ça va notamment donner lieu à des masses de données qui vont être utilisées par un certain nombre d'applications simultanément et qui vont donc donner lieu à de nouveaux services. Donc ça, c'est vraiment l'ère dans laquelle on va rentrer. On parle beaucoup en ce moment des objets connectés, parce que justement, on est dans cette troisième ère, mais on s'approche réellement de cette quatrième étape. Ok, alors, je passe à tout. Voilà, donc juste pour expliquer en complément de ce que j'ai présenté tout à l'heure, il manque un tiret. Voilà. En complément de ce que j'ai présenté tout à l'heure, ce qui a donc longtemps, et c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure quand je parlais des différentes étapes de ce développement de ce marché des objets connectés, de l'Internet des objets, on a eu on a un certain nombre finalement on a une chaîne de valeur qui est assez complexe parce que produire une application, c'est vrai que quand on pense dans le domaine de la domotique à gérer ma chaudière, ça paraît tout simple. Mais si on pense qu'on a le thermostat qui doit lui-même communiquer avec une chaudière, qui elle-même doit communiquer à distance avec un réseau finalement, avec éventuellement des serveurs qui vont la piloter pour pouvoir éventuellement faire des modifications de programme, pour pouvoir faire de la maintenance, etc. On s'aperçoit que tout de suite la chaîne devient plus complexe. Et donc c'est toute cette chaîne qui a fait que pendant un certain temps, comme il manquait un certain nombre de pans de cette chaîne de valeur, il était difficile d'envisager des déploiements massifs de ce type d'application. Donc il y avait des freins qui étaient liés à des aspects liés au réseau, qui étaient également liés à la complexité de la mise en œuvre, à la multiplicité des compétences, puisqu'en fait, quand on parle d'une solution de bout en bout, on a à la fois affaire à de l'électronique, éventuellement de la mécanique, de l'électronique embarquée souvent, donc du développement informatique embarqué, une infrastructure télécom, donc des télécoms purs, et puis après toute une partie système d'information, plateforme serveur. Donc ça fait beaucoup de choses, on va dire, à mettre en musique, et c'est ce qui a longtemps expliqué finalement le lent développement de ce marché. Donc c'est ce que je disais donc pour compléter cette présentation, donc en gros on va dire on était avant dans une ère où on avait des applications qui se contentaient de collecter de la donnée, et aujourd'hui en fait on ne collecte plus de la donnée, on produit de l'information. Et produire de l'information, ça veut dire aussi, donc ça veut dire évidemment c'est de l'information qui monte et qui descend, alors qu'avant on se contentait finalement de récupérer de l'information d'un équipement, une mesure, etc. Là, on est vraiment dans des logiques bidirectionnelles. On est dans des applications qui vont être tout de suite, qui vont interagir avec le système d'information, quel que soit l'utilisateur qui va gérer ça. On est sur des applications qui gèrent des flux. Donc, on n'est plus seulement sur, tout à l'heure, dans l'exemple historique que je donnais, où j'avais des techniciens de maintenance qui venaient récupérer de l'information. On est aujourd'hui sur des applications, toujours dans l'exemple de la chaudière connectée. Vous avez à la fois les exploitants du fabricant de chaudière, vous allez avoir l'utilisateur final qui est le client domotique, éventuellement celui qui lui a vendu le système, l'installateur. Donc vous allez avoir un certain nombre d'acteurs qui chacun va avoir accès à un certain nombre de services qui ne sont pas forcément de même nature, mais qui reposent sur une utilisation finalement différente des mêmes ressources et du même flux d'informations.
mais avec évidemment des visions et des principes différents. Et puis surtout, une des choses qui est importante et dont on peut parler quand on parle des smart cities ou de l'Internet des objets, c'est les enjeux de sécurité, évidemment, puisque en fait, auparavant, on maîtrisait tout de bout en bout, on était sur des réseaux en mode circuit, on avait une infrastructure, enfin, on était purement sur des réseaux privés, des groupes fermés, donc c'était beaucoup plus facile d'assurer une certaine sécurité, puisque tout était finalement cloisonné. Aujourd'hui, on est plutôt dans une logique de réseau ouvert, avec en plus de l'hétérogénéité, et il est beaucoup plus complexe de gérer cet aspect sécurité, et d'autant plus qu'on a de plus en plus de données à gérer en parallèle. Donc voilà, ça c'était simplement pour poser le panorama sur, et un peu expliquer les aspects liés au machine-to-machine. Maintenant, le machine-to-machine par rapport aux villes, comment ça se développe et comment ça peut s'entrevoir. Bon, le point de départ, c'est aussi que quand on considère aujourd'hui les enjeux, on sait tous qu'il y a une population extrêmement importante aujourd'hui dans les villes, que ce soit en France, en Europe ou de façon générale dans le monde. On sait aussi que les villes sont des lieux de concentration à la fois, on va dire, de problèmes de consommation énergétique. Je veux dire, les bâtiments dans les villes, ils représentent une partie, on va dire plus de la moitié, on va dire, de la consommation énergétique, par exemple en France. Donc on est sur des enjeux extrêmement importants en termes de dépenses énergétiques, en termes de pollution. On a tous en tête, il y a on va dire il y a une dizaine de jours, les débats sur la circulation alternée et la pollution à Paris. On sait qu'il y a des villes dans le monde qui sont infiniment plus polluées que Paris et que ça devient désormais des sujets cruciaux. On parle d'ailleurs de la pollution de l'air, mais air extérieur, mais on a aussi des problèmes dans les bâtiments sur la qualité de l'air intérieur. Donc tous ces sujets-là deviennent des sujets cruciaux. Et en plus de ça, comme les villes sont de plus en plus peuplées et qu'on a en plus évidemment une espérance de vie, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, qui augmente régulièrement, eh bien, on est confronté aussi à un problème finalement d'optimisation de la ressource dont dispose une ville, puisque les collectivités locales ou même l'État au niveau d'une ville n'ont pas forcément des moyens immenses pour pouvoir mettre à disposition de tous ces citoyens, tous ces individus urbains, les services dont ils ont besoin. Et donc, un des problèmes qui se pose, c'est de construire à la fois des applications qui permettent d'optimiser toutes ces ressources et en même temps d'être capable de le faire dans des conditions économiquement, techniquement viables. Et donc c'est tout l'enjeu, on va dire, aujourd'hui pour les villes, c'est d'être capable finalement de maîtriser ces nouvelles infrastructures d'applications qui utilisent finalement des tas d'objets connectés différents. Alors, quand on parle d'une ville, on a évidemment deux types principaux d'applications et d'infrastructures à gérer. On a les infrastructures urbaines. Je ne sais pas, ça peut être tout l'éclairage public, ça peut être les réseaux multifluides, enfin les réseaux des différents fluides de la ville, donc de l'eau, de l'électricité, etc. On peut avoir aussi, donc on a tous ces aspects liés à l'infrastructure. Et puis de l'autre côté, on a tous les bâtiments qui font soit partie du patrimoine de la ville, soit qui sont des bâtiments liés à la ville ou indirectement gérés par la ville. Et tout ça constitue un terreau pour traiter des problématiques extrêmement diverses. Donc on peut dire que si on essaye de classifier un peu les principales applications qui vont être impactées directement par l'Internet des objets ou le machine-to-machine dans les villes d'aujourd'hui et dans les villes de demain, c'est évidemment le sujet lié à la sécurité. Alors la sécurité, ça peut être plein de choses. C'est évidemment, on pense aux caméras de surveillance dans les villes. Bon, ça c'est une chose. Ça peut être des systèmes d'alarme dans les bâtiments. Ça peut être l'assistance en intervention pour tous les acteurs, on va dire, comme les pompiers, la police, etc., auxquels on peut mettre à disposition un certain nombre de services qui vont d'ailleurs combiner différentes technologies qui vont être, on va dire, intégrés dans des applications machine-to-machine, que ce soit de la reconnaissance d'images, du traitement du signal, enfin tout un tas de choses, on va dire, diverses. Évidemment, le transport et la mobilité, qui sont un des
un des enjeux de plus en plus importants dans les villes. On est tous confrontés à des bouchons interminables dans Paris. On a tous en tête un certain nombre de villes comme Londres qui fonctionnent avec des péages urbains. On a en tête également les problèmes pour trouver des places de parking. Donc tous ces sujets-là deviennent des sujets et des places de stationnement. Et donc tous ces sujets-là deviennent des sujets également cruciaux dans les villes. Troisième volet, le volet énergétique. Donc là aussi, c'est encore d'actualité puisque récemment, le sujet de la transition énergétique a été remis sur la table. Et donc, évidemment, l'enjeu autour de la question énergétique, c'est d'optimiser, de maîtriser la question du coût de l'énergie dans l'ensemble des moyens de la ville qui sont mis à disposition. Donc, par exemple, sur les infrastructures, ça va être l'éclairage public, par exemple. Mais dans la partie bâtiment, ça va être est-ce que je peux éventuellement produire moi-même de l'énergie? Donc là, je peux peut-être utiliser des sources d'énergie renouvelables, du photovoltaïque, du micro-éolien, etc. Ou d'autres types de ressources. Gérer finalement l'automatisme dans mon bâtiment pour pouvoir diminuer ma facture, optimiser la dépense, la rendre en adéquation finalement avec ma réelle utilisation. Et puis éventuellement pouvoir avoir des stratégies à terme de gestion sur l'ensemble de mon parc de l'énergie pour échanger avec le réseau des systèmes ou mettre en place, on va dire, ce qu'on appelle du délestage, c'est-à-dire dire finalement sur tel ou tel bâtiment, sur tel ou tel endroit dans ces bâtiments, je décide à un moment donné d'éteindre par exemple tel ou tel endroit, de telle manière qu'il y a une capacité en mégawatts éventuellement qui va être mise à disposition de l'opérateur et qui va, en contrepartie de quoi, en fait, va me permettre finalement d'obtenir une réduction sur ma facture énergétique. Ensuite, il y a les enjeux environnementaux qui sont encore aujourd'hui assez balbutiants. Donc j'en ai parlé un peu sur la question de la pollution atmosphérique. Il y a évidemment le traitement de l'eau, que ce soit en matière de télérelève, en matière de stations d'épuration. Il y a énormément de sujets liés à l'eau. Et puis le traitement des déchets avec toutes les logiques finalement du pollueur-payeur qui sont en train de se mettre en place avec les logiques de points d'apport volontaire notamment. Et donc là encore, on a des sujets assez vastes. Mais qui sont aujourd'hui encore tous dans des silos un peu séparés les uns des autres. Et puis dernier volet, mais non des moindres, donc l'aspect santé, où là on a énormément de besoins qui peuvent se développer entre le suivi des maladies chroniques à distance, donc le diabète, les insuffisances respiratoires et les problèmes cardiaques, etc. Tout ce qui est soins à domicile médicalisé ou paramédical, l'assisted living, c'est-à-dire tout ce qui a trait finalement à l'aide aux personnes âgées, à vivre notamment chez soi. Et puis ensuite des applications réellement médicales, telles que la télémédecine, avec de la téléconsultation éventuellement, et puis l'hospitalisation à domicile, qui sont là des gros volets dans lesquels le M2M pourra intervenir. Donc dans tous ces domaines, en fait, les gros challenges aujourd'hui, c'est d'abord effectivement de maîtriser cette prolifération d'objets connectés. Il y en a de plus en plus, on entend tous régulièrement parler de milliards et milliards d'objets connectés dans les villes notamment. Et la problématique, c'est de faire en sorte qu'on puisse utiliser finalement ces ressources qui sont disponibles, qui sont parfois privées ou qui pourraient être partagées. Et puis aussi être capable de rationaliser finalement la gestion par une ville de ces déploiements. Par exemple, si je déploie un certain nombre de capteurs de météo dans des bâtiments, peut-être que ça peut me servir non seulement pour une application qui va me permettre d'optimiser la consommation énergétique de ce bâtiment, mais ça peut me servir aussi pour d'autres usages liés à des analyses impliquant des données météo, des choses comme ça. Donc en fait, il peut y avoir de plus en plus d'usages croisés, et c'est ça qui va être intéressant à développer. Et donc en fait, parmi les mots-clés liés au machine-to-machine, il y a évidemment la notion de cloud, c'est-à-dire le fait de dire que si je suis capable de mettre un certain nombre de ces ressources dans le cadre de plateformes de services mutualisées, je vais être capable également peut-être de démultiplier le nombre de services que je vais pouvoir proposer. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement,
Tout ce qui est lié au big data, parce qu'en fait, donc le big data, c'est le fait d'être capable de gérer des volumes extrêmement importants de données. Et là, on est effectivement confronté à cette problématique-là quand on parle de gérer des centaines de milliers, des millions, voire des milliards d'objets dans une ville. Et puis l'open data, qui est le fait de se dire, bah, ces données-là, je suis intéressé à les partager, y compris au niveau d'une ville, parce que c'est des données qui peuvent resservir. Ça peut servir dans un contexte universitaire ou étudiant, ça peut servir dans un domaine médical pour des études cliniques, ça peut servir dans pas mal d'autres domaines. Donc on peut imaginer finalement créer des espaces dans lesquels un certain nombre de données peut être rendues un peu anonymisées, on va dire entre guillemets, sont disponibles pour de nouvelles applications. Et puis, dernier point, évidemment, c'est tous ces objets connectés, ils sont là pour servir un objectif qui est améliorer, on va dire, évidemment, la qualité de la vie dans la ville. Alors, bah, le modèle vers lequel on va aller et qui correspond finalement dans la roadmap que j'évoquais tout à l'heure sur un peu l'historique et la jeunesse du M2M et puis vers où on va. En fait, ce schéma il est un peu technique, mais en fait l'idée elle est assez simple. C'est de dire qu'aujourd'hui, de la même façon que les villes commencent à mettre en place un certain nombre d'outils pour gérer, évidemment, elles ont des ERP, elles ont des outils comptables. Aujourd'hui, elles commencent à réfléchir, certaines le font déjà, mais elles commencent à réfléchir à mettre en place une infrastructure pour gérer l'ensemble de leurs objets connectés, pour gérer l'ensemble de leurs applications liées aux objets connectés. Et l'idée de tout ça, c'est évidemment, à partir du moment où je suis capable de gérer l'ensemble de ces ressources, je suis capable évidemment de mutualiser, d'exploiter mieux ces ressources, et je suis aussi capable finalement de décloisonner toutes ces applications et tous ces domaines verticaux que j'ai présentés tout à l'heure pour avoir un seul environnement unique dans lequel un espèce de système d'information des objets connectés qui comprend à la fois toute la partie pilotage de ces objets, mais aussi, donc la partie technique, on va dire, mais aussi toute la partie métier, et qui va pouvoir interagir avec l'ensemble du système d'information de la ville pour rendre des services à la collectivité et aux citoyens. Et c'est le modèle vers lequel on va aller, c'est-à-dire qu'on peut voir toute cette évolution du machine-to-machine et de l'Internet des objets comme un risque, effectivement, parce qu'on peut se dire que c'est le nouveau, on va dire, 1984 en 2014. Mais on peut aussi le voir de façon positive en se disant que tous ces services qui vont être rendus, évidemment, avec un certain nombre de règles et de dispositifs qui vont être également mis en parallèle sur la gestion de la sécurité, sur l'identité, etc. Ce sont autant de services qui vont pouvoir être rendus demain et qui vont permettre finalement d'avoir plus de services, mieux en termes de services dans les villes, avec l'utilisation modernisée de tous ces équipements, de toutes ces capacités qui existent aujourd'hui. Et on peut même imaginer demain que mes objets connectés à la maison, je puisse les partager dans le cadre d'une utilisation sur des études globales, sur le comportement énergétique, etc. Et donc, on peut imaginer que ça permette d'induire des bonnes pratiques et des nouveaux usages très positifs. Voilà, donc la conclusion de tout ça, c'est simplement pour vous expliquer qu'on va vers on va dire une évolution qui est assez importante, une transformation assez importante dans le domaine des villes, que ces fameuses smart cities, en tout cas un des facteurs de cette smart city, ça va être la capacité des villes à maîtriser justement tous ces objets connectés et les transformer non pas en des produits qu'elle va gérer, mais en nouveaux usages, en nouvelles applications qui vont rendre des services de plus en plus intéressants et de plus en plus pertinents dans ces villes. Voilà. J'en ai fini. Je ne sais pas si vous avez éventuellement des questions par rapport à cette présentation. Bon. Bah, merci.